Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes aussi solide que le rock, une musique présente tout au long d'un parcours tellement dense que vous avez attendu de passer le cap des 4 fois 20 ans pour enregistrer ce que vous considérez comme votre premier album. Bonjour Jean-Pierre Calfon. Bonjour Jacques Pessis. Alors, il se trouve que vous faites un nouvel album, on va en parler, Méphisto-Phélange, mais on va revenir sur votre parcours, qui est quand même un parcours étonnant de plus de 60 ans de carrière, c'est quand même pas mal. J'ai bien zigzagué. Ouais, et avec plein de choses que j'ai trouvées, notamment le 23 août 1960, c'est votre première télé. Vous êtes Ernest dans Le Garde-Fou, une comédie dont le personnage principal a peur du vide sur son balcon. Vous vous en souvenez de ça ? Il a peur de quoi ? Du vide sur son balcon. Et vous êtes Ernest dans Le Garde-Fou, une comédie qui se déroule dans le cadre de la bourgeoisie. Je ne me rappelle pas du tout de cette histoire, mais par contre, il y a quelqu'un qui m'a donné une clé USB avec le film dessus. Je l'ai regardé, mais j'ai encore oublié ce que c'était, parce que c'est il y a 4-5 ans quand même. Ça s'appelle Le Garde-Fou. Ah oui, Le Garde-Fou. C'est une comédie. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes aussi, je crois, un pionnier du feuilleton télévisé, puisqu'il y a une série dans laquelle vous avez joué. Vous avez été un des premiers à jouer. C'est le premier feuilleton télé. Et c'est L'inspecteur Leclerc. Vous vous souvenez ? Oui, ça je me souviens. Par contre, avec Philippe Nicot et vous savez qui il y avait ? Il y avait un très bon réalisateur, Joël Seria, qui faisait partie de la bande. Oui. Les voyous qu'on jouait. Exactement. Vous étiez un voyou. L'épisode s'appelait Gangster. Et il y avait aussi, c'était Marcel Bluval qui avait eu l'idée, c'était le premier feuilleton télé. Ça passait C'est lui le qui avait réalisé ? Non, il avait produit le feuilleton. Il avait inventé le feuilleton. Oui, je sais. Attendez, je sais qui. Oui, j'ai oublié, mais si vous me dites le nom du réalisateur. Joël Seria. Non, Joël Seria, il jouait un rôle. Il était Voilà. comédien. Mais le réalisateur, c'était Marcel Bluval qui réalisait. Non. Ah bon ? Bon, ça me reviendra. Peu importe. Bon. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais alors surtout, il y avait Robert Dalban aussi. Je sais pas si Ah ouais ? Il était dans cet épisode. Ah bon, et Dalban, je sais pas si vous l'avez connu, on le connaît par Yes Sir dans Les Tontons Flingueurs. oui. Et il lui arrivait une chose incroyable. Un jour, il arrive dans un restaurant et tout le monde le voit, est surpris de le voir, car à la une de France Soir, on avait annoncé sa mort. Et c'est sa femme, parce qu'il l'avait trompé, qui avait annoncé sa mort dans un journal. C'est assez étonnant. On a annoncé ma mort plusieurs fois aussi. Ah bon ? Oui, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, ils racontent n'importe quoi. On a dit que j'étais l'acteur le mieux payé. On m'a dit que mon chien était mort aussi. Oui. J'ai jamais eu de chien. Oui. Voilà. Vous avez Ça, c'est même- les trucs des réseaux sociaux. Il y a des trucs formidables, et puis il y a des trucs pourris comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui se défoulent. Voilà. Vous n'êtes même pas cabot d'ailleurs, même sans avoir de chien, vous êtes toujours débrouillé pour ça. Mais alors, je crois que finalement, que ce soit l'inspecteur Leclerc ou d'autres séries, ça vous correspondait car vous étiez dans ces années-là, Jean-Pierre Calfon, un passionné de romans policiers, de la série noire, Oui, du fleuve c'est noir. vrai, c'est vrai. Vous aimiez ces séries-là ? Ah, j'ai beaucoup aimé la série noire, oui. C'était chez Gallimard. Oui. Ah, oui. La belle couverture noire et jaune, comme ça. Je sais pas pourquoi, ça, quand j'étais gosse, ça me faisait rêver, parce que ça vous embarque dans des situations un peu dingues, comme ça et tout. Et il y avait aussi Le Fleuve Noir avec Oui. Paul Kenny, Oui. qui étaient en réalité deux Belges qui écrivaient des romans, et Oui. ça avait un succès immense. Et après, j'ai découvert aussi Frédéric Dard avec San Antonio, qui est beaucoup plus rigolo. Oui, et ça vous a marqué aussi. Ouais, parce que c'est très très drôle. Des fois, j'ai piqué des crises de fou rire avec son vocabulaire extraordinaire, quoi. Et vous l'avez rencontré, Frédéric Dard ? Non. C'est un personnage J'ai incroyable. son fils, oui. Je me rappelle plus. Patrice. Patrice, Voilà. oui. Mais c'est vrai que Frédéric Dard était un personnage hors du commun. C'est-à-dire Hors que du commun. d'une gentillesse. Fabuleux auteur en plus, d'un humour, d'une inventivité extraordinaire. Parce qu'il en a pondu, hein, Plus de 200. Oh la vache. Et puis, dans votre époque série télé à vos débuts, il y a aussi le rôle, je ne sais pas si vous en souvenez, d'Aldo Pozzoni, qui tient une auberge noire dans Cécilia, médecin de campagne. Avec Nicole Berger. Exactement. Et ça, c'était aussi un rôle important. C'était un des premiers Ah rôles bon, je me de souviens pas. Ah si. Vous étiez un certain Aldo, et ça fonctionnait très bien. Et Cécilia, médecin de campagne, c'était la première série médicale à la télé.
Bien avant Dr House ou Médecin de nuit, voilà. Et toutes ces séries-là, c'était facile de trouver du travail à cette époque-là, Jean-Pierre Calfon? Écoutez, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. J'ai quand même réussi à trouver du travail, oui. C'est assez étonnant parce que moi, j'avais aucune acquaintance avec le milieu. Dans ma famille, rien, personne n'était dans ce milieu. Donc, je sais pas, j'ai trouvé. C'est aussi par les copains, vous voyez, c'est comme ça, on se parle, on dit tiens, va faire ce casting. Oui. Et hop, d'un seul coup, si vous plaisez bien à quelqu'un, et hop, ça part. Et après, vous en faites un autre et tout. C'est des enchaînements, hein. Oui. C'est des rencontres. Mais il faut encore trouver ces enchaînements, rencontrer les gens. Écoutez, ça, c'est le miracle, la magie des rencontres, moi je dirais, c'est ça. Et surtout, je crois, Jean-Pierre Calfon, que le théâtre, c'est venu par hasard avec une école de théâtre qui s'appelait l'EPJD. Oui, ah, vous êtes au courant de ça, Oui. Mais là, j'étais juste auditeur parce que j'avais pas de sous pour payer j'avais pas de sous pour payer des cours. Oui. Donc j'étais auditeur et tout. Et là, il y a eu un danseur qui est venu chercher des acteurs pour une pièce qui montait avec des danseurs. J'ai réussi à m'infiltrer dans le truc et hop, et j'ai joué dans cette pièce de L'Autre Île qui s'appelait L'Autre Île de Jean de la Varande, qui est un auteur oublié maintenant. Et je suis resté avec ce danseur. J'ai pris des cours de danse pendant 1 ou 2 ans, je crois, et j'ai terminé ce parcours aux Folies Bergères. C'est quand même pas mal. mais en même temps, vous aviez envie de faire du théâtre ou c'est venu comme ça? Non, j'avais envie de faire de la musique quand j'étais jeune, mais chez mes parents, on faisait pas artiste, quoi. Il fallait faire avocat ou médecin et j'avais pas du tout la bosse de faire des études, quoi. J'étais pas du tout doué pour ça, donc j'ai fugué de chez mes parents parce que j'emmenais trompette, trombone, guitare, tout ça. Je me faisais jeter, quoi. Voilà. Ils voulaient pas que je fasse ça. Donc, à un moment, on étouffe parce qu'on n'a personne pour vous aider pour faire des études. Non plus, mais ma mère était sténodactylo, mon père était comptable. Je veux dire, ils n'avaient pas les moyens de m'aider. Ils étaient très bien, très gentils. Ils nous éduquaient, ils m'éduquaient, et ils nous éduquaient avec ma sœur aussi. Mais voilà, il y avait pas l'ouverture du rêve, de la poésie et de ce qu'il peut y avoir dans le théâtre. Et moi, la musique, c'était ça. La musique m'a appelé, m'a interpellé. Mais comment vous êtes arrivé au théâtre? Par hasard, comme ça? Bah non, je veux dire, oui, par hasard, parce que comme vous m'avez dit, j'ai été à l'EPJD, puis après j'ai été avec ce danseur, après j'ai été aux Folies Bergères, et avec l'argent j'ai quand même été 5 mois aux Folies Bergères, donc c'était mes premiers sous dans le métier, et j'ai pu aller au TNP, au cours du Lin de Jean Villard, Alain Cuny, George Wilson, tous ces gens-là, vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez rencontré et donné la réplique à Gérard Philippe, je crois, Jean-Pierre Non, Calfon. j'ai pas donné la réplique à Gérard Philippe. Simplement, à un moment, il avait fait un casting, il avait besoin d'un peu de figurants, hein, si on veut dire, pour une pièce que c'était lui qui était le metteur en scène. Et donc, j'avais été sélectionné. Et puis, d'un seul coup, il y a eu autre chose qui m'était arrivé, c'est-à-dire Roger Planchon passait à Paris avec sa troupe de Villeurbanne, et j'ai été engagé pour faire des petits rôles, c'était quand même plus intéressant que de la figuration, voilà. Dans Les Trois Mousquetaires, je crois, non? Les Trois Mousquetaires et dans Henri IV de Shakespeare. Mais il paraît, Jean-Pierre Calfon, que dans Les Trois Mousquetaires, vous avez rajouté quelques répliques. Oui, j'ai rajouté une réplique, pas une. Et pourquoi, quand même? C'est venu comme ça? Parce que c'était drôle, c'était un peu comme un espion, comme ça, je jouais. Et il y avait la scène, on était là, j'écoutais la scène qui se passait entre les personnages principaux, et après ils sortaient de scène et tout, et moi j'allais au public et je disais, ça sera dit. Oui. Et gros, le rapporteur, quoi. Et Planchon n'a rien dit. Il vous a laissé... Ah non, au contraire, il était très content. Alors ça, avant le théâtre, avant tout ça, il y a eu l'école, je crois que le lycée Buffon
Vous avez plutôt fait l'école buissonnière. C'était le lycée Bouffon pour moi. D'accord. ça a été terrible. Je crois que vous êtes allé jusqu'au brevet et même Voilà, pas. j'ai pas fini la 3e, non. Et pourquoi? Ça vous intéressait pas? Ben oui, j'arrivais pas. Oui, je voulais faire de la musique, on m'empêchait de faire ce que j'avais envie. Et donc, vous savez, quand on est jeune, on est un peu inconscient. Donc j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis parti, j'ai mis une frontière carrément. Moi, je partais pour la vie entière. Hein. J'étais en Belgique. À l'époque, il fallait un passeport, un truc. Moi, j'avais rien. Je suis passé en frontalier à la frontière. Vous voyez. Vous arrivez à faire ça. Il y a quelqu'un aussi, un écrivain célèbre, qui a fait comme vous le lycée Buffon, qui a été aussi renvoyé pour blâme. C'est Yann Kefelec. Il a quand même réussi ensuite, vous voyez. Et ensuite, il y a eu d'autres choses. Vous avez fait encore beaucoup de théâtre. Vous aviez envie de poursuivre le lycée, ça vous intéressait absolument pas? Pas du tout. Non, mais c'est pas ça, j'étais dans le rêve. Moi, j'étais dans le rêve de la musique, dans le rêve. Et puis après, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert la littérature, j'ai découvert Rimbaud, j'ai découvert Baudelaire, j'ai découvert Blaise Cendrars. Et les copains vous filent des trucs. Et j'ai découvert des musiques, le blues, le boogie, le jazz. Et d'un seul coup, à la maison, il n'y a pas tout ça. Pas tout ça. Il n'y avait pas de tourne-disque, il n'y avait pas de musique. Le seul truc qui était bien, c'était la radio. Oui. À la radio, je captais des trucs de jazz, de boogie, de rock quand c'est arrivé. Et voilà. Donc, c'est l'ouverture sur le monde, quoi. Voilà. Et finalement, votre culture, vous l'avez faite après l'école. Oui. Oui, parce qu'avec les pièces de théâtre, avec les films, avec tout ça, ça m'a quand même cultivé, oui. Eh bien, votre culture, on va en parler justement à travers le cinéma, une autre date, le 29 novembre 1963. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Calfon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Calfon. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvel album Méphisto-Phélange, mais en même temps, il y a des tas de choses qui sont passées dans votre vie, dans votre longue carrière. Et le 29 novembre 1963 est sorti un film dont voici la bande originale. Excusez-moi, vous l'avez fait exprès, espèce de sale garce! Le Concerto de la peur, qui est votre premier grand film au cinéma. Le premier grand rôle, oui. Ouais. Le premier grand rôle, je jouais un gangster qui lisait Macbeth. Oui. Il lit Shakespeare. Ça tombait bien avec votre culture que vous avez commencé à faire à la sortie de l'école. Ouais. Alors, c'était un film érotico-intellectuel dont le sous-titre était La drogue du vice. La drogue du vice. Malheureusement, ça me poursuivi après, dans ma vie. Et c'était un film de José Bédazéraf qui était un personnage hors du commun aussi. Comment? Un personnage hors du commun. Oui, un personnage hors du commun, mais moi je l'ai pas bien connu, je l'ai connu juste sur ce film-là, et après il a fait du porno, carrément. Hein. Carrément, mais moi dans ce film-là, il n'y avait pas de porno, hein. C'était un film, c'était très beau d'ailleurs, il était très beau parce qu'il y avait un chef opérateur, Edmond Richard, qui était le chef opérateur d'Orson Welles dans le procès, quand même. C'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui, c'était très beau, l'image, un très beau noir et blanc, oui. Et Bénazéraf, il avait une spécialité, comme personne ne voulait de ses films, il les distribuait lui-même dans les salles de cinéma ou dans les théâtres. Ah bon? Oui. Parce que les films érotiques à l'époque, ça marchait pas vraiment. C'était pas très érotique, hein, le Concerto de la peur, vous l'avez vu? Oui, non, mais celui-là, d'accord, mais il y en a eu d'autres plus... Oui, non, ça, il en a fait... Après, il a fait carrément du porno lourd, je crois, non? Je sais pas, j'en ai pas vu. Hein. Non, on peut pas tout faire. Je veux pas me disculper. Non. Alors, à cette époque, Jean-Pierre Calfon, finalement, vous faites partie des acteurs demandés par les metteurs en scène de la Nouvelle Vague. Les Truffaut, Rivette, Claude Chabrol, c'est votre univers. Oui, mais c'est arrivé par Marco, hein, qu'on a joué la pièce Les Idoles. Oui. Et c'est Jacques Rivette qui est venu voir Les Idoles et qui nous a engagé Bulle et moi-même. Bulogier. Bulogier, pardon, oui. Bulogier et moi-même pour tourner dans L'Amour fou. Oui. Et de là, Godard est venu sur le plateau. Après, il m'a engagé. J'ai joué de la batterie. J'ai fait un super rôle dans un week-end. Et voilà, c'est comme ça que les choses se font. Hein. C'est des enchaînements, quoi. On peut pas le prévoir. Hein. Non. Et Godard, vous avez un point commun, c'est-à-dire qu'il a été lui aussi viré du lycée Buffon.
Godard? Oui. Non. Si. Mais il était suisse pourtant. Oui, mais il venait à Paris travailler et Ah faire bon des études. Et le lycée Buffon, ça a été une partie de ses études. Ah bon? Une petite partie. Alors c'est vrai que la nouvelle vague à l'époque c'était un événement, ça c'était quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on avait vu au cinéma. Et moi, ça m'arrangeait bien parce que j'étais pas conventionnel. Vous voyez Oui. ce que je veux dire, j'étais un peu marginal. Et quand même, la nouvelle vague, c'est aussi marginal. C'est quelque chose de marginal, quoi. C'est des gens qui ont réinventé une forme de cinéma, quoi. Est-ce qu'on se rendait compte à l'époque que ça deviendrait culte ou pas du tout? Bah, on savait qu'il y avait un public pour ça, en tout cas. Alors, culte, je sais pas. Mais en plus, maintenant, il y a beaucoup de gens qui crachent sur la nouvelle vague. Hein. Oui. Hein, parce que ils sont retournés au cinéma un peu conventionnel. Hein. Beaucoup de gens, je vais pas dire de nom, mais je veux dire, c'est pas toujours des inventeurs. Hein. Non. Alors il y a eu un film quand même de plus de 4 heures où vous avez tourné, c'est L'amour fou. Oui, c'est ça, c'est le film de Rivette avec Bulogier. 4 heures. 4 heures, un quart. Voilà. Et on peut tenir 4 heures un quart au cinéma? C'est difficile. Voilà. Vous parlez en tant qu'acteur ou en tant que spectateur? Spectateur. En tant que spectateur, faut demander à ceux qui l'ont vu, parce que quand on est soi-même dans un truc, on le regarde parce qu'on regarde ce qu'on a fait et tout, mais on est un peu surpris parce que quand on part au début pour faire un film comme ça, on part pour faire un film d'une longueur normale, Oui. 1h30, 2 heures au plus, puis d'un seul coup on se retrouve avec toutes les scènes improvisées, les machins et tout ce qu'on n'a pas envie de voir, même des fois, quelques scènes qu'on n'a pas du tout envie de voir parce qu'on s'est laissé aller, parce que le metteur en scène a demandé des trucs et on a un peu débordé. Ben, on retrouve tout ça à l'image, et, on n'est pas toujours très content, mais en même temps, c'est ce qui fait la vie de quelque chose, c'est ce qui fait, c'est ce mélange-là entre les choses prévues et les choses imprévues qui ont été gardées, et ben, il y a quelque chose comme un puzzle qui se reconstruit, quoi. Oui, mais en même temps, vous avez vu le film 4 heures d'affilée dans une salle, Jean-Pierre Calfon? Oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai même revu à la Cinémathèque dernièrement quand ils ont fait une rétrospective de mes films. Et je l'ai revu, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile à voir pour moi. Et il y a eu aussi un film étonnant avec Barbet Schroeder, car je crois que vous avez tourné chez les Papous. Ah ouais, magnifique. Oui. Magnifique, La Vallée. Oui. La Vallée, où les papous nous maquillent, nous font faire des danses exotiques et j'ai pris des substances que les papous m'ont données, qui m'ont rendu un peu frappadingue comme ça. Et Barbet croyait que je ne reviendrais jamais de ce voyage que j'étais en train de faire. Puis finalement, le lendemain matin, je me suis réveillé en pleine forme. Je suis monté sur mon cheval et on est reparti. Voilà. Mais les Papous, c'est quelque chose d'étonnant, parce qu'on n'imagine pas, dans les années 60, ils n'étaient pas aussi accessibles, les moyens de transport n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui. Aller chez les Papous, c'était pas simple. Bah, c'est-à-dire que, vous savez, tout était prévu quand même, hein, faut pas, et il y a les Australiens qui sont à côté, qui arrivent en short, un peu comme des colonisateurs, Oui. hein. Shorts, chaussettes, machin et tout, alors que les papous, les pauvres, ils sont pieds nus, avec des pieds qui sont tout déformés après avoir marché dans la jungle, hein. Et, mais, voilà, il y a une espèce de gentillesse et de côté enfantin chez les papous comme ça qui est vraiment formidable. Et surtout c'est leur voix. Ils ont des voix extraordinaires parce que ils communiquent d'une vallée à l'autre. Oui. Et, ils communiquent par la voix. Ils poussent des sons. C'est pas des voix. C'est comme les bébés et les gosses. Ils ont des voix extraordinaires. C'est comme ça d'ailleurs, qui font peur aux gens parce qu'ils ont que ça pour se défendre, c'est la voix. Et ben, les papous, ils ont une sorte de voix comme ça qui perce l'espace et ils communiquent d'une vallée à l'autre comme ça. Et en plus, aussi, des fois avec les fumées. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, les signaux de fumée comme chez les Indiens. Voilà. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a une longévité professionnelle exceptionnelle comme vous, qui est presque votre jumeau, c'est Claude Lelouch, qui vous a fait travailler avant de devenir célèbre. Car vous avez démarré avec Claude Lelouch dans les premiers films, là, je crois que c'est La Femme Spectacle. La Femme Spectacle, oui. Ouais. Là aussi, il était totalement inconnu. Lui était inconnu. Oui. Mais oui, mais non, il était inconnu et en même temps pas.
parce qu'il avait fait un film avant qui s'appelle Le propre de l'homme, Oui. qui s'était fait massacrer, mais massacrer. Et il y a un critique qui avait du flair, qui avait dit, eh bien, regardez ce film, c'est bien la dernière fois que vous voyez un film de ce monsieur. Voilà. Eh ben, ça s'est pas produit comme ça, non? Ça ne s'est pas passé comme ça, finalement. Et comment vous êtes arrivé chez Lelouch, Jean-Pierre Calfon? Comment je suis arrivé chez Lelouch? J'avais un agent qui m'avait envoyé pour un film qui s'appelait Avec des scies, l'amour Oui. avec des scies. Je n'ai pas été pris, mais il a gardé ma photo. Oui. Et quelques temps après, après avoir fait son film et tout, il m'a appelé avec d'autres gens. On a passé des essais de casting et tout. Et voilà. Et résultat, vous avez fait 6 films avec Lelouch, Oui. jusqu'à... Enfin, c'est énorme. Jusqu'à Les uns et les autres, je crois. Oui, où je faisais un curé qui danse le bop sous la baguette du chef d'orchestre de James Caan, qui vient de mourir aussi, vient de nous quitter, James Caan. Et puis, il y a eu Yves Boisset. Vous avez fait beaucoup de films avec lui. Oui, 3 films. Ouais. Mais je crois que vos rapports ont commencé très mal. Vous avez failli lui planter un couteau dans le ventre à la suite d'une discussion. Ah bon, non, Oui. non. Ah, c'est ce qu'il a raconté. Oh, non, mais attends, alors là, Yves, alors... Il fabule. Ah bon? Il fabule beaucoup de choses, oui, oui. Et il m'a inventé des vies. Ah bon? Oui. D'ailleurs, ça, c'est complètement inventé. J'ai jamais planté un couteau dans le ventre? Mais même fait semblant de le planter. Mais je me rappelle plus ce qu'il avait inventé, un truc qui était hors sujet, quoi. Il invente sans arrêt. Oui, il invente. C'est-à-dire qu'il crée une mythomanie. Il crée un personnage à partir de vous. Oui. Il vous réinvente, voilà, c'est ça. Et c'est pas troublant tout ça? À la fin, on se demande si on a vraiment vécu ça. Non. Non, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que ça, c'était quand même un petit peu énervant que des gens rapportent des trucs qui n'ont pas existé, quoi. Je veux dire, C'est comme ça. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi il a besoin de ça, mais bon, en même temps, c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant, c'est pas... Non. Alors il y a aussi, j'ai fait les calculs, vous avez quand même tourné 65 films. C'est beaucoup, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout que, et plus les télés, plus les pièces de théâtre, plus les musiques, les groupes de rock et tout ça, je me suis rendu compte en écrivant ma biographie, que je tenais pas à écrire, mais que quelqu'un m'a fait écrire et m'a aidé à écrire. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup travaillé dans ma vie, finalement. Oui. Alors que je suis passé à un moment par des périodes de noir, de substances, comme on dit, les substances, oui, c'est un euphémisme. Oui. Et ben, je suis passé à travers tout ça et je m'en suis sorti. C'est quand même incroyable, ça. C'est incroyable, mais il y a eu d'autres choses justement importantes dans votre vie. On évoque une autre date, le 5 mai 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Calfon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Calfon. Nous parlerons tout à l'heure de Méphisto-Phélange, votre nouvel album, votre premier album entre guillemets. Et là, on revient à une date qui est le 5 mai 1990. Ce soir-là, sur France 3, il y a un documentaire sur le printemps de Bourges 1990 et c'est vous qui assurez le commentaire. On voit dans les rues de Bourges, dans les coulisses, les gradins et vous évoquez la tête d'affiche de cette édition qui est celui-ci. Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel. Jacques Higelin, ouais. Et c'est vrai que vous commentez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce reportage, le printemps de Bourges que vous avez suivi comme journaliste et commentateur. Non, pas comme journaliste, mais j'ai peut-être pu je l'ai peut-être commenté parce que le réalisateur du truc m'a demandé d'écrire un commentaire. J'avais aussi fait ça sur le Noir Désir. Oui. Ouais, je sais pas si c'est ça. Non, celui-là, c'est autre chose. Et il y a Jacques Higelin qui évoque un groupe roumain qu'il a découvert qui s'appelle Holographe. D'accord. Un groupe roumain, Holographe, qu'il a découvert et qu'il a présenté au printemps de Bourges 1990. Holographe ? Oui.
Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était Jacques Higelin, parce que Jacques Higelin était capable du meilleur comme du pire. Vous savez que j'étais guitariste avec lui pendant 6 mois. Mais bien sûr. J'ai fait une grosse tournée en France avec lui. Mais en même temps, le spectacle changeait tous les soirs avec Higelin, non? Oui, et puis avec nous aussi. Moi, je venais de New York, j'avais vécu pendant pratiquement 2 ans à New York, et j'avais joué avec Bob Marley, j'avais été copain avec les New York Dolls, et donc j'avais besoin de me lâcher façon punk, quoi. Et lui, ça l'envahissait un peu, et des fois il se barrait de scène. Il nous laissait. Il y avait Louis Bertignac qui était guitariste aussi avec moi. Il y avait plus un bassiste et un batteur, et lui il jouait du clavier et de la guitare. Mais des fois il se barrait parce qu'il ne nous supportait plus. Puis après, il voyait que le public il aimait bien nos improvisations, donc jaloux il revenait. Voilà. Moi, je me souviens avoir vu un spectacle d'Higelin 2 soirs de suite. C'était pas du tout le même spectacle. Il changeait tout selon son humeur. Oui, c'est ça. Puis il bavardait, il parlait, non? C'est ça, oui. Ouais. Alors, la rencontre avec Higelin, ça s'est passé, je crois, à l'American Center, quand vous avez suivi les cours de Marc Gilbert Guillaumin, dit Marc O. J'ai pas suivi les cours de Marc Gilbert Guillaumin, dit Marco, non. J'ai joué c'est-à-dire que Pierre Clémenti, Philippe Bueno, mes amis, jouaient dans une pièce de Marco qui s'appelait Le Printemps. J'avais lu cette pièce, j'avais rien compris, et j'avais dit non. Et puis j'ai été la voir, et j'ai été bouleversé, j'ai été complètement éclaté, explosé de voir c'est un truc totalement nouveau. Et donc j'ai joué après dans la deuxième pièce, enfin c'était pas sa deuxième, c'est dans une autre pièce qui s'appelait Les Bargas, avant Les Idoles, voilà. Et Les Idoles, c'était une satire du monde du showbiz en 66, qui est devenu un film culte. Et finalement, vous évoquez dans ce film avec 50 ans d'avance, le showbiz d'aujourd'hui, avec ses règles administratives et ses majors. Oui, et puis surtout le fait qu'on prend un artiste, on le pousse, et puis quand ça marche plus, on le jette, on le met à la poubelle, quoi. Et voilà, c'est sans âme. Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. On prenait un artiste, on lui donnait le temps de réussir. On lui donnait le temps de réussir, mais non, on le virait. Quand il marchait plus, on le mettait sur le bord de la route. Hein. Alors, il se trouve que Marc O, qui a 95 ans aujourd'hui, je crois, Ouais. il a réalisé plusieurs courts-métrages et il a débuté en animant les soirées du tabou avec Boris Vian. Je ne sais pas si vous le savez. Et oui, C'est avec extraordinaire. Isidore Izou, lettriste. Exactement. Oui. Et aujourd'hui, il vit tranquillement. En faisant... Oh, tranquillement, il a eu la Covid, et à son âge, c'était grave à un moment. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il s'en est relevé. Oui. À 90 ans ou 12 ans, il s'en est relevé. Maintenant, il a 95. Et il est toujours là. Oui. Et puis, alors, effectivement, il y a Pierre Clémenti, qui a été un de vos meilleurs amis pendant vos débuts, Jean-Pierre Calfon. C'est un frère, oui. Et il avait commencé comme petit télégraphiste, mais ça ne marchait pas parce qu'il avait les cheveux longs. À l'époque, on l'a viré. Il a travaillé comme chasseur à l'hôtel américain rue Littré à Paris, même chose, il avait les cheveux longs. Après, il est devenu comédien et puis il est tombé dans la drogue et ça lui a valu 17 mois de prison, je crois. Ça lui a valu 18 mois de prison, Ouais. dont 8 mois de préventive en Italie. Oui. Parce qu'ils se sont dit, tiens, on va faire de la pub sur lui, un acteur français, c'est pas les Italiens qui amènent la drogue, c'est les étrangers. Oui. Fellini, Bertolucci, Visconti, tout ça, ont fait des pétitions au ministère italien de la culture, je sais pas quoi, pour essayer de le faire sortir. C'est un artiste, il disait, c'est pas un dealer, et j'étais pas un dealer du tout, mais pas du tout. C'est un consommateur comme moi, hein, je vais pas le cacher, mais voilà. Et, ils l'ont chopé et ils se sont dit, tiens, on a une bonne victime. Et ils l'ont pressé et ils l'ont sorti marqué à vie. Et comment dire... Ça a ruiné sa carrière. Ça a ruiné sa tête aussi, surtout beaucoup. C'est-à-dire que ça a ruiné sa carrière, bien sûr, mais c'est parce qu'il s'est pas relevé dans sa tête.
ça a été un tel choc, quoi. Il était dans une prison épouvantable qui s'appelle la Regina Coeli, la Reine du Ciel. Oui. Une vieille prison italienne dégueulasse, comme ça. Il est devenu un peu mystique. C'est-à-dire qu'il se prenait un peu pour le Christ, quoi. Voilà. C'est totalement délirant. Et il se trouve que c'était un comédien avec qui vous aviez partagé votre vie au début. Beaucoup de choses. Oui. C'est moi qui l'ai fait monter pour la première fois sur une scène, dans une pièce qui s'appelait Procès aux Templiers. Et j'avais fait jouer un jeune Templier, un très beau... parce qu'il était magnifique, Pierre. Il était une beauté à tomber. Hein. Et c'est la première fois qu'il est monté sur une scène. Et je suis fier de lui avoir fait confiance, quoi, mais il n'y avait pas besoin d'être grand clair, parce qu'il avait une nature, ça se voyait, quoi. Il avait le truc, quoi. Mais alors après, évidemment. Mais il a fait des choses extraordinaires, hein. Il a fait des films. D'ailleurs, ces films viennent de ressortir en DVD Blu-ray, des films qu'il produisait lui-même avec sa caméra Beaulieu, des films en 16, en Super 16, et avec des surimpressions, des trucs et tout. C'est des films extraordinaires. Ils viennent de sortir un coffret, l'intégrale Clémenti, que je recommande, qu'on peut trouver chez Potemkin. Mais c'est vrai que s'il avait vécu, il aurait été un très grand comédien, Pierre Clémenti. Il a vécu, il a pas voulu voir, il est mort en 1999, à mon avis, il a pas voulu voir le 21e siècle. J'en reviens à vos débuts, parce qu'il y a une chose qu'on sait peu, Jean-Pierre Calfon, c'est que à vos débuts, sans prendre de cours de théâtre, vous avez créé une troupe qui était le Théâtre 15, dans le 15e. Ça, c'était aussi un risque total. Oui, mais j'étais un inconscient, vous voyez ce que je veux dire. J'étais totalement inconscient. C'est-à-dire que moi, j'étais impatient de monter sur scène, et j'avais pas envie d'attendre qu'on me propose des rôles et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une pièce et je l'ai montée. Et j'ai pris des comédiens du cours du Lin, et j'ai monté avec 15 acteurs. Oui. 15 acteurs. Et l'année d'avant, j'avais joué dans Othello, qu'avait monté Marcel Dupovici, avec Odile Versoix, au Festival de Saint-Malo. Et j'avais un petit rôle dedans, mais il y avait des super costumes d'époque, et le costumier, Jacques Smith, a retaillé tous les costumes pour mes comédiens. C'est quand même incroyable. Et puis ensuite, je sais qu'il y a une autre pièce et qu'il y a un auteur qui est arrivé avec un peu d'argent, ce qui vous a permis de continuer. C'est extraordinaire. Et c'est dans cette pièce-là, Pierre Procès aux Templiers, que j'ai fait jouer Pierre Clémentier, oui. Voilà. Et donc, c'était vos débuts au théâtre. Oui. Et alors, vos débuts dans la musique, quand vous étiez enfant, c'était pas le rock, c'était ceci que vous aimiez. La belle de Cadix a des yeux langoureux. Car vous étiez un fan de Mariano quand vous étiez enfant à vos débuts, Jean-Pierre Calfon. C'est pas que j'étais un fan, c'est que j'avais une tante qui était. Tante Guiguite. C'était une fan de Mariano, et elle m'a emmené au Châtelet voir le chanteur de Mexico, des trucs comme ça. Et bon, on peut se moquer, mais en même temps, Luis Mariano était quelqu'un qui avait une grâce extraordinaire. Hein. Formidable. Formidable, d'une légèreté, une grâce. Maintenant, quand il y a des gens qui reprennent, je vais pas dire de nom, mais il y a des gens qui reprennent les trucs de Mariano, et ils sont beaucoup plus lourds que lui. Lui, il avait la grâce. C'est ça quand même qui était formidable chez lui. Et il a commencé par hasard, c'est-à-dire qu'un soir, il est dans un café à Biarritz, pour des amis, il chante quelques chansons. À une table voisine, il y a un dentiste qui écrit des musiques, qui est Francis Lopez, qui repère Mariano et qui dit faisons des choses ensemble. C'est comme ça que ça a commencé par hasard. Dentiste, oui. Alors, vous, la chanson, c'est venu, vous avez commencé avec du rock, vous avez créé plusieurs groupes dans vos jeunes années. Oui. Il y a eu les Fabuleux Loukoum, Oui. et avec une chanson qui vient de ressortir et qui est devenue culte. L'évêque avait sa plus belle mise. Chanson hebdomadaire.
Qu'est-ce que C'était pas avec les fabuleux Loukoum, ça. C'était après les idoles. Oui. Parce qu'il y avait Françoise Lowe qui travaillait chez CBS, qui avait vu la pièce et qui m'a produit un disque, qui m'a fait produire un disque avec Michel Portal et quand même Yvan Julien aux orchestrations, aux arrangements, et aussi avec Eddie Louis au clavier. Enfin bon, c'était quand même tout à fait extraordinaire. Et ça doit être de 65. Et il y a en effet des jeunes gens de Toulouse qui ont retrouvé ce truc et qui l'ont ressorti il y a 2-3 ans, comme ça, oui, à l'identique, avec la photo de la couverture de l'époque et tout. Ils ont mis, voici le proto-punk, le premier punk 10 ans avant les Anglais. Oui, car vous avez créé plusieurs groupes au fil de vos jeunes années, oui. Et vous avez été effectivement l'ancêtre des punks, Jean-Pierre Calfon. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je savais pas. Oui. Mais bon, je faisais les choses avec à l'instinct et avec l'envie, voilà. Et créer des groupes, c'était facile à l'époque, c'était... Bah, facile non, c'était pas facile, mais en même temps, comme je vous dis, je suis inconscient, j'étais inconscient. Moi, je me souviens d'une soirée au Palace, au restaurant Le Privilège, oui. où vous êtes produit avec un groupe qui était le Look de Paris, je crois. Le Look de Paris, formidable. Comment c'est venu, ça aussi? Bah, c'est venu parce qu'ils me connaissaient, ils m'avaient vu avec d'autres trucs, avec d'autres gens et tout ça, et on a commencé. Ils m'ont demandé de venir chanter avec eux. Alors bon, je savais rien faire, je braillais, je chantais comme une casserole, mais on a fabriqué des chansons et on est passé dans différentes boîtes. Et puis j'ai réussi à nous faire engager au Privilège où on passait, je sais plus en quelle année, 83. Oui. C'est ça? Oui. On passait 2 fois par semaine, quand même, le mardi et le mercredi. Et Voilà. vous, finalement, c'était un rêve d'enfance que vous accomplissiez en faisant de la musique? Bah oui, mais n'y connaissant rien, j'apprenais sur le tas. Oui. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que mon disque maintenant il commence à être bien parce qu'il commence à être chanté. Avant je braillais au punk parce que quand on sait pas faire, ben on pousse, mais petit à petit, moi j'ai quand même des grandes références. Hein. Elvis Presley, Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye, et il y a et les femmes, alors n'en parlons pas. Non, on va en parler justement. Donc, on va en parler dans quelques instants à travers ce nouvel album qui est sorti le 21 octobre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Calfon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Calfon. On a parlé de votre passé, de votre carrière de comédien, le théâtre, et puis la musique, la chanson. Et effectivement, aujourd'hui se concrétise un projet qui existait depuis des années. Le 21 octobre 2022 est sorti un album Méphistophélange, qui est votre premier véritable album, et dans lequel il y a une chanson qui s'appelle Méphisto, justement. Méphistophélange, aimé sous son empire, tu joues celle qui l'arrange. T'as tout ce qu'il démange, c'est bien ça qui te dérange. Et toi, le meilleur du pire. Quel étrange titre, Méphistophélange. Pourquoi ce titre, Jean-Pierre? C'est Méphistophélange pour pouvoir mieux couillonner ses victimes. Oui. Il fait l'ange, donc. Il se présente sous la forme d'un ange, comme ça. En fait, c'est le diable, hein, mais qui prend l'aspect d'un ange pour embobiner ceux qui auraient dû mettre dans sa poigne, quoi, dans sa main. Alors, on sait que Méphistophélès était le prince des enfers. Oui, c'est ça. Mais Méphisto, c'est aussi un super méchant aujourd'hui dans l'univers des Marvel. Ah oui? Ouais, il y a un personnage comme ça qui s'appelle Méphisto. Ah, je savais pas ça. Voilà. Et comment est née cette idée de faire Méphistophélange? Comment? Disons que en travaillant sur cette chanson, j'ai voulu écrire un truc pour Amy Winehouse que j'adore. Je trouve que c'est une très grande chanteuse, une très grande voix, une grande sensibilité qui s'est fait avoir par l'amour qu'elle avait pour un mec qui lui n'était pas très intéressant et qui aurait voulu la ramener à son niveau. Oui. Et son niveau qui était un niveau bas. Et donc déjà elle avait tendance à picoler, je pense. Oui. Et lui, il l'a mis dans la dope lourde.
C'est-à-dire dans l'héros, dans la coke, dans le crack, hein, je crois. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle pouvait plus chanter. Et elle est morte de ça, parce que c'était une fille qui avait besoin d'un grand amour et qui ne l'a pas trouvé, quoi. Oui, Amy Winehouse, elle est morte à 27 ans. On dit qu'il y a le club des 27. Ouais, Et elle avait un tatouage particulier de pin-up. C'était un hommage à sa grand-mère paternelle qui chantait dans un cabaret et qui lui a fait aimer le jazz. Et à son grand-mère, elle avait même une mèche blanche qu'elle avait toujours en permanence. C'était un symbole pour sa grand-mère. Et aussi, c'est son père qui lui a appris à chanter aussi, parce qu'il l'emmenait en taxi. Il était chauffeur de taxi quand elle était petite, et il chantait dans la voiture du jazz, d'où Sinatra, parce que le père, il chantait du Sinatra, d'où le premier album qui s'appelait Franck. Voilà, exactement. Donc vous connaissez par cœur. Alors, il se trouve que vous dites que Méphistophélangre, c'est votre premier album, alors que vous en avez déjà sorti un en 93. Oui, mais je veux dire, celui de 93, c'était des espèces de maquettes qu'on avait fait avec des chansons super. Il faut le dire, je peux le dire, elles sont pas forcément de moi. C'était Boris Bergman, Jean-Loup Dabadi qui avait écrit les textes. Tandis que là, dans celui-là, les 14 titres, je les ai écrits moi, les paroles, toutes les paroles. Mais en 93. C'était pas de moi. On avait fait des maquettes et on a été dans une maison de disques, c'était New Rose, qui n'avait pas les sous pour qu'on retourne en studio, refaire bien les morceaux. On n'aurait peut-être pas été capable de les faire bien d'ailleurs. Ils les chantaient bien, moi. Et on nous a donné simplement un peu de sous pour faire le mix et que je rechante sur des playbacks qui étaient pas très abouti, donc il n'est pas maîtrisé du tout, tandis que celui-ci, je pense que je l'ai maîtrisé d'un bout à l'autre avec mes musiciens, avec mes amis musiciens, hein, parce que c'est pas mes musiciens, c'est des amis que je connais depuis longtemps, avec lesquels j'ai joué depuis longtemps, et je les ai rassemblés autour de moi pour cet album-là. Voilà. Et cet album, vous l'avez suivi, Jean-Pierre Calfon, du début à la fin. Oui. Complètement. Et cet album, il est né par hasard, par une rencontre avec un jeune label qui s'appelait Déviation. Voilà, ça tombe bien. Oui. C'est né comment? C'est parce que vous cherchiez un producteur et vous n'en trouviez pas? J'ai cherché un producteur et j'en ai pas trouvé. Et quand j'en cherchais plus, quand j'en cherchais pas, j'en aurais peut-être recherché quand même. Eh bien, ça m'est tombé dessus parce que, par hasard, voilà, il y a Amaury Blanchard, batteur de son état, qui joue sur l'album avec François Cos, qui est aussi un batteur. Ils alternent suivant leur liberté. François Cos a réalisé l'album et le mix et tout ça, et a joué de la batterie. Et donc, Amaury Blanchard était à Amiens et il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Éric Parent. Oui. Et c'est Éric Parent, ils se sont mis à parler de moi. Et Amaury a dit à Éric Parent que j'aimerais bien faire un album. Et l'autre a dit, mais moi je connais quelqu'un qui pourrait peut-être s'y intéresser. Et alors Amaury a pris le téléphone, il me l'a donné, j'ai appelé, j'ai envoyé des maquettes. Et elles ont été acceptées. Et voilà, les choses se sont faites facilement d'un seul coup. Alors qu'avant, j'avais ramé pour essayer de trouver des trucs. C'est incroyable, ces choses-là. Ouais, hein. Et surtout, on vous a laissé une liberté totale d'écriture et de composition. Complètement. Musical, arrangement et écriture de texte, on m'a laissé complètement libre. De temps en temps, vous écriviez des textes, mais pour le plaisir, mais vous n'aviez jamais fait 14 textes pour un album. Ah non, jamais. Non, j'en avais écrit déjà. Par exemple, la chanson hebdomadaire, c'était il y a un autre titre qui était sorti chez Skydog Commando, c'est Camion. Bon, et j'avais des et puis avec Look de Paris, j'avais écrit pas mal de chansons qu'on n'a jamais enregistrées d'ailleurs. Ben voilà, comme ça, on ne sait pas pourquoi les choses d'un seul coup s'organisent d'elles-mêmes. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle N'est-elle pas belle? La vie d'ailleurs. N'est-elle pas belle? Sourire fatal, rêve réel, je guette l'ovale qui me ravit, coup d'œil rafale, une voix inouïe que rien n'égale. N'est-elle pas belle?
n'est-elle pas belle? Alors finalement, ce disque, Jean-Pierre Calfon, c'est une synthèse de toutes les musiques que vous aimez, le jazz, le blues, le boogie, le rock'n'roll. Oui, j'ai pas cherché à faire une synthèse, hein, c'est venu comme ça. Parce que ce que j'aime, c'est le blues et le rock et le jazz, mais il n'y a pas tellement de jazz dans cet album. Par contre, il y a des improvisations, le sax, le clavier, les guitares improvisent aussi, donc il y a un côté un peu où les musiciens peuvent s'exprimer aussi, exprimer à travers leurs instruments. Moi j'aime beaucoup ça, hein. Et ça vient du jazz. Parce que dans le jazz, c'est les instruments qui parlent. Mais ce qui m'a plu dans le rock et dans le blues, c'est que en plus des instruments, il y avait la voix. Il y a la voix. Et comme les gens aiment bien ma voix, je me suis dit, je vais essayer de travailler ça et d'essayer d'aboutir à quelque chose qui ressemblerait à ce que j'ai envie de proposer. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas sectaire parce que finalement, votre culture musicale, ça va bien sûr de Amy Winehouse à Brassens, Ferret, Nougaro, Gainsbourg. Absolument. Dont vous êtes fan aussi. Et même Maria Callas, Oui. hein, je veux dire, les grandes voix de femmes classiques, quoi, c'est extraordinaire. Les femmes, la voix des femmes. Je suis moins fan, à part Luis Mariano pour l'opérette, mais pour les mecs qui chantent, je sais pas, c'est un peu... C'est pas votre truc, ça. C'est pas mon truc, hein. Par contre, les femmes, oui, Teresa Stick-Randall, je sais pas si vous connaissez. Oui. Et puis j'en vois, mais non, je retiens pas le nom, parce que je regarde ça à la télé. Je vais pas voir d'opéra, hein, c'est pas mon truc, mais... Vous avez d'autres passions. Alors, il y a aussi une chose étonnante, c'est qu'un jour, Serge Gainsbourg vous a écrit une chanson qui n'est jamais sortie. C'était une parodie de Harley Davidson, je crois. C'est pas une parodie, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, c'est très bien les paroles, c'est merveilleux les paroles que tu as écrites pour Brigitte Bardot, mais pour un mec, ça serait bien de changer d'axe un peu, quoi, de changer d'axe. Et c'est ce qu'il a fait. Et je suis parti à Londres pour enregistrer 4 chansons, et on n'a pas sorti cette chanson Harley Davidson avec les paroles de Serge, les nouvelles paroles de Serge. Pourquoi ? Je sais pas, parce que la productrice à l'époque, Anne-Christine Fournier, de Pluriel Productions, elle a pensé qu'il valait mieux sortir... C'est elle pourtant qui m'avait emmené chez Gainsbourg, et elle a pensé qu'il valait mieux sortir des trucs personnels. Ouais, ça sortira peut-être un jour, cette chanson. Parce que... J'aimerais bien la refaire un jour, ouais. Et vous avez failli tourner dans Équateur, le film de Serge Gainsbourg. J'ai failli tourner dans Équateur, mais je me suis cassé la jambe avant de partir. Et alors j'ai appelé Serge, il était déjà à Libreville, Oui. c'est ça. Et je lui explique que je me suis cassé la jambe, un accident de comptoir, disons. Et il me dit, c'est pas grave, tu viens, tu joueras avec une béquille. Mais le médecin des assurances n'a jamais voulu me laisser partir parce que j'avais une fracture ouverte. C'était un Et peu... il m'a dit, en Afrique, au soleil, vous voulez revenir comme Rimbaud avec une jambe en moins c'est ça l'idée? J'ai dit, non, c'est pas ça l'idée. Et donc, il m'a empêché de partir là-bas, ouais. Et une autre chanson de cet album nouveau, c'est Solitaire. Pour une bombe de couleur qu'il rêve de s'exploser, il vire en chaleur et réclame le collier. Perdu tous ses repères comme tout aux avoirs, la truffe qui baffe, qui flaire, elle le rendra gaga. C'est un solitaire sans éclat, tout content d'être une pierre qui ne brille pas. Voilà, ça c'est vraiment du rock pur et dur. Et ça, effectivement, vous n'aviez jamais chanté comme ça, Jean-Pierre Calfon. Non, je veux dire, j'ai des grands modèles. Et là, à partir du moment où on m'a laissé faire, on m'a produit, et tout d'un seul coup, ça m'a libéré de quelque chose. Je me dis, j'ai raison. J'ai eu raison de poursuivre. J'ai eu raison de poursuivre mon rêve de gosse. Et en même temps, vous chantez en français et pas en anglais, ce qui est plutôt rare aujourd'hui, et tout à votre honneur.
Mais c'est-à-dire que moi j'ai envie, puisqu'on est colonisé par les Anglais Oui. et les Américains, moi j'ai envie de coloniser les Anglais et les Américains Oui. en français. Je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu ambitieux ou prétentieux, mais si on n'a pas de... Bah je sais pas si ça peut se faire, hein, j'en sais rien, mais ça serait marrant. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que vous cherchez à préserver la culture française, ce qui n'est pas forcément à la mode aujourd'hui. Mais moi j'ai jamais été vraiment à la mode, hein. Oui. Je suis marginal quand même, j'ai toujours été marginal. Parce que c'est dans la marge qu'on écrit. Vous savez, quand on est à l'école et tout, il y a la feuille des devoirs, il y a le devoir, il est là, et puis il y a les annotations pour les corrections et tout. C'est dans la marge que les choses se reconstruisent, se perfectionnent, disons. Voilà. Et il y a aussi un titre étonnant dans cet album, c'est Train fantôme. À bord de ce train fantôme, une radio me passe bon. Son no direction home. Je viens de quitter mon job. Là aussi, c'est un tout à fait autre univers, le Train fantôme. Ben écoutez, je pense que justement le plaisir d'un album, c'est passer d'un univers à un autre suivant les chansons. Oui. C'est-à-dire on va pas faire la même chanson du début à la fin. C'est ce que j'aimais pas quand j'étais jeune et que mes premiers instruments que j'ai pu m'acheter quand j'ai fait du cinéma, c'était une batterie. Mais je jouais avec des gens qui étaient un peu à l'ouest, défoncés, disons, et qui tournaient en rond en improvisant sur un seul accord. Et c'est très ennuyeux pour un batteur. Ce qui est bien pour un batteur, c'est de passer d'un esprit fait d'un genre de rythme à un autre genre de rythme. Et votre rythme de vie ne change pas, c'est-à-dire que vous allez continuer à travailler. La retraite, c'est pas du tout pour vous. Non, c'est pas pour moi, non. Donc cet album va être le point de départ d'autre chose, peut-être, non? Bah, on va essayer on va faire un concert déjà, le 12 décembre, et au Petit Bain, et puis après on va essayer de faire une tournée. Et puis il y a d'autres choses. J'ai écrit une pièce de théâtre pour la première fois, une pièce à 2 personnages. J'ai écrit un truc pour la radio aussi qu'on est en train d'essayer d'enregistrer pour le présenter. Voilà. Et puis je dois tourner dans un très beau court-métrage au mois de janvier, en principe. Voilà. Ah ben écoutez, vous ne manquez pas d'activité et souhaitons que ça dure le plus longtemps possible. Et en attendant, il y a cet album Méphisto fait l'ange, qui est un album à ne manquer sous aucun prétexte quand on aime la vraie musique, la musique rock, blues et surtout les chansons françaises. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais. Merci Jean-Pierre Calfon et puis continuez et puis à très bientôt parce que vous n'allez pas en rester là. Non. Bon. Très bien. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre. On l'espère. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.